cette vidéo, c'est pour revenir avec vous sur les lectures que j'ai faites récemment. Je vais commencer par tout ce qui est suite de manga que je viens d'enchaîner parce qu'on vient de recevoir pas mal de nouveautés du coup à la médiathèque. Donc j'ai lu le tome 2 des Amants Sacrifiés qui est une adaptation. Que dire que j'étais... Déjà le tome 1, je m'attendais à quelque chose de plutôt pas mal et du coup avec ce tome 2 c'est la fin, c'est une biologie. Donc je suis étrangement surprise et j'ai bien aimé. Et je suis surprise d'avoir bien aimé parce qu'à la base quand je me suis embarquée dedans, je m'y attendais pas du tout et au final ça s'est passé très bien. Si je ne m'abuse, je crois que c'est une histoire vraie en plus, mais j'en suis pas sûre du tout, faudrait que je me renseigne. C'est l'histoire de deux personnes, un époux et sa femme, et cet époux va découvrir un gros secret japonais, ils sont japonais, au Japon, et toute la question c'est est-ce que c'est de la trahison ou du patriotisme de divulguer ce secret d'État aux autres nations pour qu'ils règlent ce problème qui se passe. C'est pendant la période de la Seconde Guerre mondiale, donc l'ambiance n'est pas si joyeuse que ça. Et il y a la question aussi de la loyauté. Est-ce que sa loyauté à elle, parce qu'on suit beaucoup par exemple cette épouse, va plus envers son pays que envers son mari, qu'elle ne sait pas si c'est un espion ou pas, si ce qu'il fait c'est juste ou pas. Et il y a pas mal de questions comme ça qui se posent et il y a franchement pas mal de retournements de situation. Et c'est plutôt cool. Franchement, j'ai passé une bonne lecture, mais c'est pas un énorme coup de cœur non plus. Dans les autres suites que j'ai continué, The Druid of Seoul Station, le tome 3 du coup qu'on a reçu aussi à la médiathèque. Et je suis assez contente parce que l'histoire continue à se développer. Bon, là il y a pas mal par contre de boum 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 boum. Voilà, j'en avais un petit peu marre, je voulais que l'histoire aille un peu plus loin. Mais bon, là c'est quand même un bon tome de bagarre et on approfondit un petit peu, les personnages se rendent compte de certaines choses. Mais c'est pas un super tome. J'aimerais que ça avance plus vite. J'ai continué du coup Bright Story, on a reçu le tome 8. On s'attarde sur deux principaux axes. Donc cette jeune fille que vous avez déjà dû rencontrer si vous êtes aussi avancé que moi dans la série, qui est une amie tout première protagoniste qui apparaît et qui, ben là du coup c'est son mariage à elle et qui est mis en péril par des péripéties qui arrivent dans les tomes d'avant. Donc je vais pas vous en parler sinon ça va totalement vous spoiler, mais du coup on voit elle et la femme du tome juste avant, du coup on continue à voir la relation qu'elle mène avec son mari et plus. Donc je peux pas trop vous en dire sans en spoiler, mais j'adore cet univers, c'est trop chou, je suis pressée d'avoir la suite et de découvrir ce qui va arriver à tous les autres personnages, parce que du coup on en suit plein, on suit les deux protagonistes de base, on suit d'autres couples aussi qu'on voit se marier, se créer au fil des tomes, et j'adore. Donc vivement la suite. Je savais pas si j'allais continuer cette saga ou pas, mais finalement j'ai craqué quand j'ai vu que ma collègue avait commandé le tome 10. Je me suis dit allez on continue, on veut bien voir où ça nous mène. Si je ne me trompe pas, il y a une vingtaine de tomes, donc bientôt à la fin. Non, je peux pas bientôt à la fin, je suis comme idiot. Pour ceux qui connaissent pas, c'est l'histoire de cette jeune femme et d'autres enfants qui sont dans un orphelinat et c'est un orphelinat assez spécial et on découvre assez rapidement dans le tome 1, donc c'est pas vraiment un gros spoil, qu'en fait c'est une ferme pour nourriture à démons. En fait, les humains sont comme des vaches, hein, très clairement, et ils sont élevés et prédestinés à devenir du coup l'alimentation des démons. Et donc on suit des personnages qui vont essayer de s'échapper de ces orphelinats et d'emmener le maximum d'enfants avec eux. Et donc bah, là on est au tome 10, donc il y a énormément de choses qui se sont passées depuis, mais je ne peux pas trop vous en parler sans spoiler. C'est un tome pareil que Druid of Steel Station, un peu plus sur de la bagarre. J'ai trouvé bien moins sombre que d'autres qu'on a lus avant, donc je me dis peut-être que si finalement je vais continuer la série parce que là on arrive dans un moment moins dark, moins sombre, donc on va essayer. Ensuite, je continue avec le tome 2 de RIP. Donc, du coup, on est sur l'histoire d'une bande de. Comment dire ça de personnes dont le métier, en fait, c'est de passer avant que la gendarmerie ou la police voit un cadavre et de récupérer le plus d'objets de valeur possible pour pouvoir les revendre derrière au marché noir. Bref.
Donc du coup, voilà, c'est ça leur rôle. Et, euh, et du coup, là, on a plusieurs tomes, et sur chaque tome, c'est la vision d'une des personnes de la bande, si je puis dire. Le premier, c'était sur Derrick, le deuxième, c'est sur Maurice, le troisième, ça doit être sur Ahmed, je crois, et après, il y a Fanette, et il y en a un autre, je crois, il y a 5 tomes, mais bon, là, on est qu'au deuxième tome dans ma médiathèque, donc voilà. Il est lu, il est plutôt sombre, et du coup, il éclaire aussi pas mal l'événement qui se sont passés dans Derrick, parce qu'en fait, on voit la même époque, mais pour chaque personnage, donc on voit des scènes, les mêmes scènes qu'on a pu voir dans le tome précédent, mais on voit aussi le passé de ce personnage, qu'il a un certain âge, mais du coup on remonte justement pourquoi il en est arrivé au métier qu'il fait maintenant. Et aussi on voit sa vision à lui des scènes, et du coup du pourquoi, du comment certaines choses se sont passées. On n'avait pas les explications dans le tome d'Eric, puisqu'on n'avait que la vision d'Eric. Donc du coup voilà, contente, assez sombre, mais je m'attendais à pire, on va dire, que le tome 1 est beaucoup plus glauque, parce que mais quand t'as lu le tome 1, tu connais l'univers, donc tu t'attends à certaines choses, et comme on revoit certaines scènes, du coup, elles sont moins glauques, puisqu'on les a déjà vues. Enfin, je sais pas s'il n'y a pas de surprise. Donc voilà. J'ai bien aimé, mais ça va pas être un coup de cœur non plus. J'ai emprunté Circé. Alors, rien à voir avec tout ce qui est mythologie grecque, même si je suis dans une grosse vibe en ce moment, mythologie grecque et tout, et réécriture de contes badati. Là, c'est l'histoire de ce jeune homme. On est dans un Paris très futuriste où il y a eu énormément de pollution, donc les personnes ne peuvent plus sortir sans masque, sans attraper de très graves maladies. Et ils ont pas mal de filtres à air dans leur maison et tout. Il y a toute une technologie qui est développée, c'est très SF. Et on suit ce jeune homme, du coup, qui est un scientifique, mais sa grand-mère se considère comme sorcière. Et donc, il y a cette ambivalence dans cette maison, d'un côté, lui, côté très cartésien, très scientifique, qui ne supporte pas que sa grand-mère parle de plantes, de concoction, nanani, nanana, enfin, se croit sorcière, parle de lithothérapie et tout, alors que lui, il veut trouver une solution scientifique pour justement réussir à dépolluer l'atmosphère et à ce que les végétaux reviennent et tout, puisque là, ce n'est plus le cas. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y a d'avoir des éléments de plantes qui vont pousser, on ne sait pas pourquoi, dans Paris, mais l'entreprise qui permet de filtrer l'air dans Paris, bizarrement, hein, va décider de les raser pour pouvoir les étudier. Au lieu de les laisser là pour qu'elles fassent leur boulot de plante et qu'elles elles-mêmes filtrent l'air, non, comme par hasard, les grosses industries ne veulent pas de concurrence à leurs machines et à leur technologie. Donc on a ce jeune homme qui, lui, il ne comprend pas cette logique-là, et il veut absolument faire des recherches sur les plantes pour savoir comment elles font, comment elles vivent, comment elles survivent, pour pouvoir en créer d'autres et pour pouvoir évidemment sauver Paris de la pollution et même le monde entier. Mais à ça, il va rencontrer une jeune femme qui, elle aussi, croit en la magie et croit en la sorcellerie, et du coup, leurs deux univers vont se rencontrer. Du coup, leurs deux univers vont se confronter, parce que elle est énormément avec la grand-mère de ce jeune homme, et elle y croit à la sorcellerie, et voilà, et lui pas du tout. Donc du coup les deux vont se confronter, et lui va s'énerver. Enfin bref, il y a plein de choses qui vont se passer dans ce tome, et j'ai pas mal aimé. Je dois avouer que le côté SF, c'est pas trop mon kiff en général. J'aime bien le fantasy et j'aime bien le fantastique, mais la SF, beaucoup moins. Mais là, c'est bien passé, c'est assez smooth, assez facile, justement, sûrement parce qu'il y a un peu de sorcellerie au passage, donc du coup, ça passe toujours mieux. Mais je suis pressée de voir la suite, parce que justement, les sujets sont très actuels, avec écologie, spiritualité, scientifique, euh, enfin voilà, c'est des pôles que je comprends assez, d'être d'un côté pragmatique, mais en même temps de vouloir croire à quelque chose de plus. Et l'écologie qui est au cœur en ce moment et depuis plusieurs années et décennies même de nos débats politiques. Donc c'est un sujet hyper important et hyper bien traité, et les gros lobbying derrière qui, au lieu de prôner quelque chose de plus écolo, font en général tout l'inverse, ou alors mettre des gros freins dès qu'on essaye de faire passer des lois plus écologiques. Bref, franchement, j'ai hâte justement de voir si ça va être bien développé et tout, ou si ça va rester juste en surface. Parce que là, que le tome 1, c'est pas suffisant pour parler de l'œuvre, c'est trop court. J'ai lu Akotar, tome, c'est quoi, 3,5 si je puis dire, 4. Je sais pas trop ce que c'est
un palais de lumière et de glace. De glace et de lumière, j'ai un doute, je sais plus. Enfin bref, voilà, c'est celui-là que je vous mets là. Alors sans spoiler, c'est une histoire d'une jeune femme qui est humaine, mais qui va entrer dans un univers qui n'est pas du tout le sien, qui est l'univers des Fae. Et on rencontre de multiples personnages et des complots, des royaumes, des nananis, des guerres et tout. Là, je vous le fais vraiment en version générique, hein, parce que je suis arrivée à un tome où énormément de choses se sont passées depuis, donc sans vous spoiler, c'est compliqué. Ce tome-là, je l'appréhendais un petit peu parce que je sentais bien que ça allait être un tome introductif à une autre suite de saga. Parce qu'en gros, les 3 premiers tomes, on suit quand même Fer, qui est le personnage principal, la jeune mortelle qui va arriver dans le royaume des Fae. Et ce tome-là nous montre, même si dans les tomes on le voit plusieurs fois d'autres points de vue de personnages, mais c'est des personnages quand même qui restent assez centrés autour de Fer. Là, on voit justement les personnages secondaires se détacher et commencer à prendre un peu plus de place, un peu plus le premier rôle. Et en l'occurrence, là, je sens qu'on va aller vers la sœur de Fer et un des amis du Interest Lover, qui vont essayer de faire une relation. Je sais pas si ça va être possible ou pas, vu les 2 caractères de merde. Mais on sent que ça va vers ça, et en même temps, du coup, on suit aussi l'évolution de la relation de Fer et de son crush. Donc, c'est un tome que j'ai bien aimé, mais on sentait que c'était un tome passerelle entre une autre trilogie qui allait arriver. Donc, bien, mais voilà. C'est clairement pas mon tome préféré. J'ai nettement préféré le tome 2 et le tome 3 à ce tome-là parce que... bof. Et puis j'ai trouvé que c'était assez long, il y avait des choses qu'on nous répétait, on nous rabâchait et qui n'étaient pas nécessaires. Donc voilà pour mon avis sur ACOTAR tome 3,5 ou 4 selon les personnes, ça change d'un avis sur l'autre. Alors là je vous montre la couverture du tome 1, mais en fait je l'ai déjà lu. Je vais vous parler du tome 2 et du tome 3, du coup, de cette même saga, Les Faucons de Ravera, que j'ai écouté en audio-livre puisque je suis partie pendant une semaine au Portugal et dans l'avion c'était beaucoup plus simple, et puis même quand on prenait le métro ou n'importe quel transport, avec mon casque sur la tête, du coup j'ai écouté le tome 2 et le tome 3 et j'ai fini cette trilogie et j'en suis plus que ravie. Alors, pour vous faire un petit résumé, Les Faucons de Ravera, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est la fille d'une importante comtesse qui fait partie du conseil de royaume de Ravera, enfin de l'empire même de Ravera, qui est un ensemble justement de royaumes et de communautés, si je puis dire, où la magie est verrouillée, on va dire. Il y a donc du coup le doge, on va dire un peu comme un empereur. Ensuite, il y a le conseil des neufs. Et ensuite, il y a l'armée juste en dessous avec des faucons et des fauconniers. Les faucons, c'est toute personne montrant des traces de magie avec une marque de magie. Parce qu'il y a des personnes qui ont de la magie, mais tellement diluée dans leur sang, tellement peu efficace qu'elles ne servent à rien. En revanche, celles qui ont des marques sont des personnes qui sont plutôt puissantes. Et l'Empire, au lieu de les laisser comme ça à l'air libre, a décidé de forcer l'enrôlement dans l'armée de ces personnes qui ont des pouvoirs magiques pour devenir soit des sorcières, soit des alchimistes, soit des façonneurs, enfin bref, parce que chaque personne a une magie qui n'est pas forcément la même. Et donc là, on va suivre cette jeune héritière d'une conseillère assez importante qui va se retrouver comme par hasard dans un bordel pas possible puisqu'il y a un militaire qui essaye de récupérer une sorcière qui n'arrivait pas à repérer alors que c'est une sorcière très puissante, que c'est une sorcière du feu. Et s'il ne lui passe pas le fameux bracelet pour l'empêcher d'utiliser ses pouvoirs, elle pourrait brûler à feu et à sang leur ville et puis leur royaume tout entier. Et donc du coup, lui ne peut pas, la personne qui est là, puisque il a déjà un faucon, justement, quelqu'un sous son aile, il est obligé de donner à quelqu'un d'autre ce fameux bracelet pour qu'elle passe, et du coup il y a un espèce de contrat qui se passe entre la personne qui passe le bracelet et la sorcière. Je sais pas si je suis très claire, mais du coup c'est notre protagoniste qui va devoir passer le bracelet sur cette sorcière et devoir être lié à une sorcière à vie. Il y a un lien magique qui se crée entre les deux, et elle est la seule à pouvoir
activer ou désactiver les pouvoirs magiques de cette fameuse sorcière du feu, ce qui va la retrouver évidemment en plein milieu d'un bordel monstre, alors que elle, c'est une simple petite héritière qui adore lire dans sa bibliothèque, donc elle a vraiment pas l'envergure d'une combattante ou d'une personne de l'armée, enfin bref. Ça, c'est dans le premier tome, c'est un peu ce qui s'y passe, et au fur et à mesure des tomes, du tome 2, du tome 3 justement, on découvre qu'il y a d'autres royaumes avec lesquels cet empire sont en guerre, qu'il y a d'autres manières de gérer la sorcellerie, nanani nanana, que justement dans le pays où ils sont en guerre, ce sont les sorciers et les sorcières qui règnent, et ils utilisent leur magie d'une manière très différente, puisque c'est un peu... ça s'appelle ça des hauts sorceleurs. Ce sont des personnes en fait qui se nourrissent de leur royaume pour pouvoir être immortels, mais il y a évidemment plein de manières de pouvoir gérer ça. Soit le gérer de manière très altruiste, en étant... voilà, ou soit, à l'inverse, c'est un vrai tyran. Et on voit justement que dans cet autre royaume, il y a plusieurs petits autres territoires, et chaque haut sorcier ne se comporte pas du tout de la même manière. Et on va le découvrir au fur et à mesure, on va se lier d'amitié avec certaines personnes et tout. Donc l'histoire, j'ai beaucoup aimé. Les personnages sont intéressants, ils sont à la fois pour certains clichés, mais au final pas tant que ça, parce que on a justement une sorcière très grande gueule qui est très bourrue, mais qui en même temps est d'une puissance et d'une loyauté sans faille, alors que des millions de fois elle aurait pu laisser certaines personnes crever et s'échapper justement pour devenir libre, et elle ne le fait pas. On a une protagoniste qui essaye de faire toujours au mieux, et c'est à la fois une qualité et un défaut pour moi, parce que elle fera toujours passer son devoir avant tout, et enfin presque tout. Et justement c'est ça mon souci à moi, c'est que la fin du tome 3, pour moi c'est pas une bonne conclusion. C'est un personnage qui a évolué et qui deux fois a dû faire des choix hyper difficiles, justement parce que comme elle rentre dans des secrets d'État et tout, à un moment il y a des guerres et il y a des stratégies militaires à devoir faire. Est-ce que tu préfères sacrifier toute une ville, ou plutôt sacrifier juste un escadron militaire? Mais dans cet escadron militaire, il y aura ton cousin. À côté de ça, si c'est pas lui qui prend, c'est toute une ville entière avec des milliers et des milliers de personnes. Et il y a plein de choix comme ça qu'elle va devoir faire, des choix cornéliens, où elle fait le meilleur choix, même si c'est difficile de les faire. Et du coup, à la fin, j'étais en mode, allez là, on va avoir un happy end et tout. Et c'est pas un happy end comme j'aurais aimé. Donc je suis assez... Et puis, il y a un espèce de triangle amoureux là aussi, où t'es en mode... tu sais pas trop sur quel pied danser, parce que il y en a un qui est adorable, mais tu sais qu'il y a une différence de classe, et mais il y en a un autre qui... tu sais pas trop sur quel pied danser avec lui. Enfin bref. Donc du coup... je peux pas dire que cette série est nulle, parce que je l'ai dévorée, la preuve, j'ai lu les 3 tomes en l'espace de quelques mois, et encore les 2 derniers, là, je les ai lus en la semaine, donc c'est vraiment bien écrit, l'intrigue est intéressante, il y a beaucoup de rebondissements, on est à fond, on est halté, et l'univers aussi est hyper riche, hyper intéressant, mais je suis pas contente de la fin, c'est tout, je suis pas contente. Je vous avais dit dans le précédent update que j'avais lu le tome 1 et le tome 2 de Cupcake and Cocaine and Coworking. Et là, du coup, c'est Cocooning, le tome 3, que j'ai lu aussi. Enfin, j'ai écouté aussi un audiolivre parce que, Portugal, comme je viens de vous dire, du coup, c'était beaucoup plus facile comme ça d'avancer dans mes lectures. On est sur une jeune femme qui est une jeune femme pâtissière qui va rencontrer un flic infiltré, et une histoire d'amour va se lier entre eux, mais sous trafic, mafia et tout, c'est une catastrophe puisqu'elle est une personne très maladroite qui attire les merdes pas possibles, catastrophiques, nanana, et lui à l'inverse c'est quelqu'un justement de très froid, très brut, voilà, c'est un flic casanier, il y a que son boulot qui compte dans la vie, et ses missions, et ça doit être comme ci, comme ça, hyper maniaque et tout, alors qu'elle est bordelique, justement maladroite. Enfin bref, c'est les deux opposés, et dans tous les tomes, il y a des missions qui va faire en sorte que ils soient toujours devoir être mis ensemble, et le tome 3 n'y échappe pas, évidemment. La mission, on a besoin d'eux pour une cause bien spécifique, je ne peux pas vous la dire sinon ça spoil.
Mais j'en suis ravie parce que je ne l'ai pas beaucoup vu passer cette saga et je me doute que c'est plutôt parce que c'est une auteure auto-éditée, mais j'ai adoré énormément d'humour, énormément de bonnes vibes, de bons feelings et tout. J'ai kiffé, franchement, j'ai rigolé par moments, ça me faisait penser des scènes à des amis qui sont hyper maladroites et qui, je suis sûre, pourraient se retrouver dans ce genre de situation ou des réflexions. Par exemple, c'est une personne, la protagoniste, qui est une personne enfin, pas en surpoids, mais on va dire bien pulpeuse, et qui est très gourmande et qui est dans la pâtisserie et qui va se retrouver avec des personnes, des fois hyper bien gaulées, un peu en top modèle, et qui va avoir des réflexions que toi, en tant que personne complexée et en surpoids, tu as des fois, malgré toi, même toute la bienveillance du monde et tout, des fois t'es en mode fais chier celle-là, pourquoi elle est mieux gaulée que moi, quoi. Et donc du coup il y a plein de petits trucs comme ça et même le style est très oral, très bien écrit et franchement ça passe tout seul, c'est comme un petit bonbon. J'ai adoré cette lecture, franchement je la recommande, cette trilogie, cette série, elle est tordante et j'ai adoré. Donc il n'y a pas d'autre chose, ouais. Le style est cool, les scénarios sont cool. Bon, par contre, très clairement, l'humour est génial, les personnages sont hyper intéressants, hyper réalistes, hyper attachants, tout ce que tu veux. Par contre, dans la vraie vie, ça ne se passe absolument pas comme ça. Ce n'est pas possible d'avoir une civile qui fait le boulot d'un pro. Mais bref, c'est pas grave. Il y a quelques petits, justement, moments où t'es en mode... Ouais, bon, ok. là, je laisse couler. C'est pas possible, c'est pas réaliste, mais je laisse couler juste parce que je veux voir ce qui se passe ensuite. Mais sinon, ouais, ce que je disais, les personnages sont ouf, le style est génial, le scénario hilarant, bien que pas réaliste, et puis voilà, lisez cette série, je sais pas quoi vous dire d'autre. Et je vais finir avec une lecture où j'étais pas sûre dans quoi je m'embarquais. Avant minuit, Princesse moderne, tome 1, tout simplement. C'est l'histoire de cette jeune femme qui est une personne en surpoids et qui a toujours vécu avec son père jusqu'à ce que celui-ci se remarie avec une femme qui est une grande productrice de télé-réalité, qui a 2 sœurs. Et son père va décéder et donc vous voyez bien où je veux en venir. On est clairement dans une réécriture de Cendrillon. Mais pas tout à fait comme je m'y attendais, parce que là, ça, justement, là, on est dans un truc très contemporain, très réaliste. Sa belle-mère, qui est une productrice de télé-réalité, a mis en point un concept un peu en mode bachelor, un célibataire pour genre 24 candidates, et il faut qu'il choisisse celle avec qui il veut se marier avant minuit. Hein. Et donc, elle va avoir une candidate, même 3 candidates qui vont se désister, et donc du coup, elle va mettre ses 2 filles et sa belle-fille en candidate pour le jeune homme, le fameux célibataire. Cette jeune fille est un peu particulière, je vais l'appeler Cendrillon, je sais plus c'est quoi son prénom, mais voilà, elle fait office de Cendrillon, puisque elle, justement, elle est très complexée par son poids, par sa taille, mais c'est une grande passionnée de mode, et d'ailleurs elle va le faire une école de stylisme et tout et tout. Et elle a une passion un peu plus pointue encore pour les chaussures, puisque au-delà de ses complexes, elle se rend compte que les chaussures, évidemment que les personnes qui sont en surpoids vont avoir tendance à avoir des plus forts pieds, mais tu peux te retrouver avec une personne qui fait un 36 et qui met du 42, comme avec une personne qui met une taille, je sais pas moi, 46, et qui fait aussi la même pointure qu'elle. Enfin bref. Donc du coup, c'est ça qu'elle a dans les chaussures, c'est que peu importe ton poids ou ta taille, tu peux te retrouver avec la même paire qu'une autre personne. Et donc c'est sa passion, c'est les chaussures. Et forcément, elle va se retrouver avec un jeune homme qui ne lui est pas inconnu, et toute l'histoire c'est de savoir si télé-réalité vraie, pas vraie, faux, pas faux et tout. Et très clairement, moi j'ai beaucoup aimé cette histoire, je l'ai trouvée très rafraîchissante parce que justement très contemporaine, très moderne, très ancrée dans la vie réelle, quoi, dans notre univers, avec des messages aussi très positifs. Et une version de Cendrillon auquel je ne m'attendais pas, parce que justement, direct, quand j'ai vu que la belle-mère s'appelait Trémène et que l'autre s'appelait Anna et Joy, les 2 demi-sœurs, je me suis dit, ça y est, on part pour la méchante belle-mère et pour les 2 méchantes demi-sœurs. Mais pas du tout.
Pour une fois qu'on nous fait un conte de Cendrillon où la belle-mère et les belles-sœurs ne sont pas méchantes, au contraire, elles adorent Cendrillon, elles veulent son bien. À un moment, elles lui mettent des bâtons dans les roues, mais c'est pas des bâtons dans les roues pour moi, c'est plus justement la belle-mère à un moment lui dit t'es sûre de vouloir faire cette télé-réalité parce que au début elle l'empêche en fait, elle dit je veux bien que mes deux filles le fassent mais pas toi, mais pas de la manière parce que tu le mérites pas, mais parce que justement en tant que belle-mère voire même mère, elle a peur que sa fille du coup soit mal vue parce qu'avec la télé-réalité il y a les réseaux sociaux et du coup elle risque de se prendre une grosse vague de grossophobie dans la gueule. Et donc, elle a plus cette tendance à être protectrice, même si des fois, tu as envie de dire laisse-la faire ses choix et voilà, ne t'en mêle pas. Mais du coup, elle n'est pas méchante. Elle va jamais lui mettre des bâtons dans les roues ou l'empêcher de faire quoi que ce soit. Et c'est ça que j'ai énormément apprécié, c'est que on n'a pas une belle-mère méchante, on a une belle-mère protectrice. Et on la voit pas beaucoup d'ailleurs, on voit plus les demi-sœurs. Et ça m'a suffi en fait. Et la fin, j'en étais contente, même si j'ai eu très peur parce que j'ai vraiment cru qu'on n'allait pas le droit à avoir une happy end. Mais au final, ça va. Il faut vraiment attendre la fin pour qu'on ait ce qu'on veut. Donc franchement, je la recommande, c'est une très bonne lecture. Évidemment, ça parle de grossophobie, un sujet qui est très important à mes yeux. C'est dommage de devoir toujours en parler pour toujours militer parce qu'il faut que ça s'arrête. Ce serait bien que ça s'arrête et qu'on n'ait plus besoin d'avoir ce genre de livre pour dire que peu importe le poids d'une personne, elle peut très bien tomber amoureuse, elle peut très bien faire de la télé-réalité, elle peut très bien faire tout ce qu'elle veut, réaliser ses rêves. Et il y a... Ah si, j'ai oublié. Il y a un petit aussi sous-texte entre amour et carrière. Des fois, il faut choisir. Et du coup, je l'ai trouvé très intéressant. Ce petit axe en mode qu'est-ce qu'elle va choisir ou pas. Et voilà, c'est juste un petit aparté pour dire que je m'y attendais pas. Et j'étais très contente de voir les décisions qu'elle prend. Donc, franchement, je le recommande. Il est très bien. Les valeurs sont très belles et très importantes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça aide beaucoup pour le référencement, tout ça, tout ça. S'il y a des lectures que vous avez lues et que vous souhaitez en parler, il n'y a pas de souci, il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Et puis, si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, rien de mieux que vous abonner. Moi, j'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de bonnes lectures et je vous fais tout plein de gros bisous.